Je ne pouvais pas passer à côté de cette formation-là sans vous parler de l'interférence. En fait, parce que notre sport fait partie intégrante de l'effet d'interférence en entraînement combiné. Je vous explique. Donc, comme je vous ai dit plus tôt, l'entraînement combiné, c'est l'agencement d'un entraînement en force avec un entraînement cardiovasculaire dans la même séance ou le même programme d'entraînement. Donc, si vous y pensez, vous pensez à d'autres sports, disons le hockey. Le hockey, tu as besoin d'avoir un haut niveau de force et de puissance parce que tu vas faire des mises en échec, tu vas frapper la rondelle, tu vas devoir pousser des adversaires contre la bande, ainsi de suite. Tu as besoin d'un bon niveau d'aérobie et de puissance aérobie maximale aussi parce que tu vas faire des présences sur la glace à haute intensité plusieurs fois dans un match. Fait que vous voyez que pas mal tous les sports, en fait, nécessitent une combinaison d'entraînement cardiovasculaire et d'entraînement musculaire, right? Donc, notre sport, bien nécessairement, mais c'est le pain et le beurre de l'entraînement combiné. Parce qu'il n'y a pas un sport plus que le nôtre qui va combiner toutes ces qualités-là. Autant que dans un sport comme, disons, le volleyball ou le hockey, il y a des qualités encore plus spécifiques à développer qu'on ne veut pas scraper à un certain point, autant qu'en functional fitness, bien, on veut aller all-in dans chacune des qualités. Donc, c'est pour ça que l'entraînement combiné va nous démontrer qu'on a plusieurs qualités musculaires, cardiovasculaires à développer, mais aussi qu'il y a une certaine interférence qui se crée. Fait que l'interférence, elle vient de très loin en arrière. Donc, la première étude à ce sujet remonte dans les années 80. Donc, c'est l'étude classique de Hickson où il y avait deux groupes. Un groupe qui faisait un entraînement musculaire et cardiovasculaire de base, donc on est avec des machines, et un groupe qui faisait un entraînement juste musculaire et un groupe qui faisait un entraînement juste cardiovasculaire. Donc, les résultats ont démontré qu'il y avait de l'interférence sur l'amélioration du niveau de force des membres inférieurs et supérieurs, mais qu'il y avait quand même une amélioration, right? Donc, ce qui arrive, c'est qu'on a toujours misé sur le fait qu'il y avait de l'interférence, en fait. Ce que je me suis rendu compte dans la littérature, justement, c'est qu'il y avait quand même un développement. Puis ça a toujours été dans mon mode de pensée depuis longtemps, parce que quand j'étais coureur, justement, au niveau universitaire, je faisais du 600 mètres, 800 mètres, puis j'allais toujours faire une séance d'hypertrophie. Mes performances s'amélioraient. Pas optimalement, mais je m'améliorais quand même. Fait que je me suis toujours dit, à quelque part, il y a quelque chose là-dedans qui devrait fonctionner ou qui doit fonctionner. Fait que remontons un peu en arrière juste pour mieux comprendre l'interférence, parce que ça va vous permettre de savoir qu'il y a certaines combinaisons dans votre journée que vous ne devriez juste pas faire. Puis certaines combinaisons que vous devriez faire pour rendre votre entraînement vraiment plus optimal. Pensez à des athlètes comme moi, je vous ai dit, où j'ai des grandes lacunes, par exemple, au niveau de ma puissance. Peut-être que ça serait intéressant d'avoir de vraies bonnes séances de puissance sans que je finisse ma journée avec quelque chose qui va venir créer l'interférence pour recommencer à zéro. Pas à zéro, mais il y a des gains, mais ils ne sont pas si efficaces. Donc, l'effet d'interférence, dans le fond, il y a un modèle qui stipule que ça provient de deux facteurs, dont le facteur chronique et les facteurs aigus. Donc, le facteur chronique, en fait, c'est le fait que ton muscle ne peut pas s'adapter morphologiquement ou physiologiquement à des stimuli qui sont trop différents. Donc, dans le fond, si tu fais de l'hypertrophie musculaire, ou est-ce que dans le fond, tu crées des déchirures musculaires, puis qu'il y a un certain niveau de lactate qui se crée, il y a une demande métabolique importante au niveau musculaire. Du même coup, si tu fais un entraînement en puissance aérobie maximale, où est-ce que les muscles sont dans une certaine hypoxie, où est-ce qu'il faut qu'ils aillent chercher de l'oxygène le plus possible pour aller nourrir les muscles et faire une certaine performance au plan anaérobie, aérobie, il y a une demande très exigeante au niveau métabolique, bien, on serait un peu en train de frapper à un certain point sur des clous différents ou sur des clous pareils. C'est un peu ça que je veux vous apporter, c'est que dans le fond, en entraînement, on frappe sur des clous dans des trous. Puis en fait, l'effet d'interférence qu'on ne veut pas faire, c'est de frapper sur le même clou, mais plutôt trouver d'autres trous avec la bonne vis puis la placer au bon moment, au bon endroit. Fait que c'est un peu plus ça. C'est de devenir un peu plus perfectionniste, en fait. Donc, bref, le niveau chronique, vous comprenez, il y a une demande métabolique extrême, soit de la même façon sur le muscle qui devient trop exigeante ou soit trop différente. Puis, ce qui amène une fatigue aiguë, ce qu'on va appeler une fatigue résiduelle. Donc, en fait, mon entraînement, par exemple, en hypertrophie, va créer une certaine fatigue, ce qui va influencer par la suite ma performance avec mon entraînement en puissance aérobie maximale. Donc, j'ai une fatigue résiduelle qui vient influencer ma performance. Donc, peut-être que je ne pourrais pas atteindre les pourcentages qui sont demandés, puis ça fait une séance qui n'est pas efficace finalement. Donc,
il va y avoir à ce niveau-là une fatigue qui va être justement centrale. Donc, si vous voyez les tableaux qui vont apparaître juste ici, vous allez voir qu'il y a une fatigue centrale au plan de la puissance aérobie maximale. Quand vous voyez MAP Training, c'est puissance aérobie. Donc, si vous allez du côté gauche, vous voyez que lorsque je suis avec des pourcentages très bas, donc on pense à mon entraînement polarisé de tout à l'heure, on est avec un entraînement à 50-60% de la capacité. Donc, je vais avoir des adaptations qui sont plutôt centrales, une fatigue qui est plutôt centrale, excusez-moi. Tandis que si je fais des intensités qui sont plus élevées, je suis à une fatigue qui est plutôt périphérique. Donc, on parle d'adaptation musculaire localisée. Donc, quand je fais de l'intensité élevée, pensez que mes muscles travaillent beaucoup plus que nécessairement mon cœur à un certain point, ou les capacités de mon cœur. Puis sinon, de l'autre côté, c'est les capacités de mon cœur. Si j'y vais avec l'entraînement en force, même chose. Lorsque je suis à gauche en entraînement en hypertrophie, on va parler plus d'adaptation musculaire localisée. Donc, on est dans une fatigue périphérique, donc qui survient à des intensités qui sont quand même assez élevées. Et ensuite, de l'autre côté, à droite, on est dans des adaptations, dans des fatigues, excusez-moi, qui sont centrales avec l'entraînement en force maximale. Je vous ai laissé aussi un autre tableau qui est le prochain, donc qui va vous démontrer en fait ce que la force maximale, l'hypertrophie et les deux types d'entraînement cardiovasculaire vont développer pour vous démontrer qu'il y a une certaine interférence. Donc, la force maximale, donc ici, on l'a mis à plus de 85% de votre one rep max, induit principalement des adaptations centrales visant le développement neuromusculaire, telles que l'augmentation du taux d'excitabilité des unités motrices, l'augmentation de la synchronisation intra- et intermusculaire, le recrutement des unités motrices, la diminution de la cocontraction des antagonistes et une demande métabolique donc qui est plus faible au niveau musculaire. Tandis que l'hypertrophie induit des adaptations plutôt périphériques. Donc, augmentation de la taille des fibres, section transversale des muscles, qui est à noter qu'ici, il y a une diminution de la densité des mitochondries. Ça veut dire que l'hypertrophie, ça va être l'ennemi de l'endurance en fait. Ensuite, entraînement cardiovasculaire à basse intensité, on induit principalement des adaptations centrales, donc affinité de l'hémoglobine, diffusion pulmonaire, volume sanguin, tandis que la PAM induit des adaptations principalement périphériques, donc augmentation des réserves de glycogène et de la densité mitochondriale. Ce qui veut dire, mea culpa, que vous avez des associations qui sont beaucoup plus intéressantes. Donc, ce que ça nous dit le modèle, en fait, c'est que lorsque vous associez la PAM à l'hypertrophie, vous allez créer beaucoup d'interférences, ce qui veut dire que c'est l'association que vous voulez créer le moins. Ensuite, force max et PAM, ce serait plutôt intéressant. Donc, il y a toujours l'interférence, mais beaucoup moins. Donc, la force max induit des adaptations qui sont plutôt centrales, tandis que la PAM, c'est plutôt périphérique. Donc, on ne vient pas interférer entre les deux. La demande métabolique au niveau de la force maximale est plus faible. On est plus dans le neuromusculaire, tandis que la PAM, c'est plutôt dans le métabolique. C'est pour ça que les séances traditionnelles de functional fitness sont si efficaces, parce que justement, il n'y a pas tant d'interférences. Force max et endurance aérobie, on se retrouve aux opposés. On travaille pas mal dans les deux au niveau central, mais c'est de démontrer qu'il n'y avait pas beaucoup d'interférences. Et puissance et PAM, puissance, l'ennemi juré de la puissance, c'est l'endurance aérobie. Fait que si vous essayez de rendre votre athlète le plus puissant possible, essayez pas de l'amener à faire un marathon. C'est la meilleure association, ce serait de l'amener avec des entraînements par intervalle, et plus précisément des entraînements très courts. Fait que si vous voulez maximiser votre journée en puissance, terminer avec des intensités qui sont très courtes, 10 secondes sprint, 20 secondes sprint, avec assez de récupération pour que la demande métabolique soit moins élevée, mais qu'on travaille aussi en puissance. Ce qu'il faut considérer maintenant que vous avez une petite idée que dans votre planification d'entraînement, il y a certaines affaires que vous ne pouvez pas apporter, c'est qu'il y a certaines caractéristiques de l'effet d'interférence qui pourraient donner quelques indices. Par exemple, il y a une différence entre les personnes non entraînées et entraînées. C'est que si vous prenez un sédentaire, l'effet d'interférence, on s'en fout parce que peu importe ce que tu vas lui faire, il va s'améliorer. Si tu prends un athlète de haut niveau, je ne sais pas, ce que je vais voir souvent, ça va être par exemple un athlète en mixed martial arts, quelqu'un qui lui fait faire du functional fitness en se disant que sa capacité va s'améliorer, c'est faux. En fait, sa capacité va s'améliorer en functional fitness, pas en mixed martial arts, d'autant plus qu'il y a un danger excessif de blessure.
Ces athlètes-là ont besoin d'un haut niveau de puissance, qui est une qualité extrêmement difficile à développer, que je pourrais dire que c'est un peu comme si c'est une qualité que tu veux aiguiser. Donc, si je veux aiguiser ma puissance pour avoir la lame la plus fine possible, je ne peux pas me permettre d'aller jouer partout après. Donc, ces athlètes-là vont devoir être beaucoup plus spécifiques dans leur entraînement. Tu peux faire du functional fitness en préparation, mais lorsque je suis dans ma préparation spécifique, je devrais mettre ça de côté pour vraiment faire des entraînements qui sont plus spécifiques à mon sport. L'entraînement combiné a démontré que dans un même groupe, en fait, je vais toujours être capable d'améliorer ma force et améliorer mon VO2 max, mais jamais plus qu'un athlète qui fait uniquement un entraînement en force. Donc, l'entraînement, je vais avoir une amélioration sur les premières semaines, les premiers mois, disons peut-être, égal, mais sur du long terme, ces personnes-là vont être meilleures que moi. Le VO2 max, par contre, ça a été démontré qu'il y avait une amélioration qui était quand même similaire. Donc, vous pourriez faire quand même un entraînement combiné puis espérer avoir un bon développement au niveau de votre VO2 max. Ça veut dire que les gens qui font de la course à pied, tous les sports vraiment d'endurance, auraient tellement d'intérêt à apporter de l'entraînement musculaire dans leur entraînement quotidien afin d'améliorer leur performance. D'autant plus que je vous amène au numéro 6. Ça a été démontré que l'entraînement combiné permet d'améliorer l'efficacité gestuelle des coureurs en course à pied. Fait que l'efficacité gestuelle, c'est calculé, c'est pas vraiment qualitatif, mais c'est vraiment calculé selon la consommation d'oxygène que tu as dans des vitesses sous-maximales. Ça veut dire que lorsque tu vas faire des vitesses qui sont maximales, bien, tu vas être plus efficace parce que tu vas consommer moins d'oxygène. Fait que le patron de course est amélioré grâce à ça. Donc, même chez des personnes plutôt sédentaires ou intermédiaires, juste un entraînement pliométrique par intervalle permettait d'améliorer cette efficacité-là. Donc, vous voyez que puissance et force peuvent apporter beaucoup de choses à ces gens-là. Ensuite, HIIT, je vous en ai parlé, la meilleure association avec puissance. Et le meilleur appareil cardiovasculaire pour créer le moins d'interférences, ça va être le vélo. Ça a été démontré bon nombre de fois. Il y avait une association avec le fait que ça créait plusieurs répétitions de nature concentrique, sans la nature excentrique de la course à pied, par exemple, qui permettait de créer moins de stress au niveau de la structure. Puis ces milliers de répétitions-là concentriques allaient dans le même sens que l'hypertrophie, puis nous permettaient de maximiser le recrutement des fibres rapides. Donc, non seulement c'est moins percutant que la course, mais ça va dans le même sens que l'augmentation de la force et de l'hypertrophie. Fait que le vélo, si ton objectif c'est de maximiser la force maximale ou la puissance, ça va être ton meilleur allié si tu veux garder une composante cardiovasculaire ou de PAM. Si ton objectif c'est de maximiser ta force, alors ça devrait être ta première composante dans ta séance. Puis poursuivre avec l'aspect aérobie ou métabolique. Si c'est l'inverse, si tu veux devenir plus oxydatif, améliorer ton système aérobie, alors place-le en premier et place tes séances de force après, parce que ce n'est pas ça ta priorité. Pensez à mon joueur de football, qui lui devrait vraiment plus faire l'inverse. Commencer avec son conditionnement métabolique, finir avec sa séance de puissance ou de force. De mon côté, ça serait l'inverse, je commencerai avec ma force. Mais ça, vous allez voir dans quelques instants que ça dépend de ton cycle, où est-ce que tu te retrouves.